Pierre, on commence par vous ou par Youssef comme, Merci beaucoup pour votre accueil. Alors, vous avez dit que j'étais à l'initiative de cette proposition de loi. Non, c'est le CNAL qui est à l'initiative de cette proposition de loi. Merci. Vous pouvez les remercier. Vous pouvez les remercier. C'est eux, c'est Rémi et Eddy qui sont venus me voir au Sénat et qui m'ont proposé, quasiment clé en main, la proposition de loi telle que vous pouvez la lire sur le Sénat, sur le site du Sénat. Et j'ai trouvé que c'était une idée vraiment très intéressante, au moins parce qu'elle permettait de remettre dans le débat public quelque chose de fondamental, c'est-à-dire quel est le projet de l'école républicaine qu'on a oublié. Et je dois dire que les réactions médiatiques qu'il y a eu par rapport à cette proposition de loi dépassent largement tout ce qu'on pouvait espérer. Mes collègues républicains du Sénat nous ont bien aidés en montrant qu'on était sur un conflit, pas de classe, mais un conflit entre une certaine idée de l'éducation nationale républicaine et un projet qui est un projet de l'école-entreprise. Il se trouve que ça arrivait 15 jours ou 3 semaines après la proposition de loi déposée par mon collègue Mas Brisson, qui est à l'opposé absolu. Donc il y a 2 projets qui sont clairement identifiés. Et je trouve que parfois que dans le débat politique, on identifie son camp et le camp d'en face. C'est extrêmement utile et important. Je le redis parce que parfois elle n'a pas été comprise. Et je le dis avec des termes un petit peu violents. C'est une loi punitive. L'idée, c'est de considérer que certaines écoles privées sous contrat développent un modèle économique. La religion n'a rien à faire là-dedans. C'est un problème social. Elles développent un projet économique qui leur font choisir les enfants des familles qui ont socialement les mieux réussis. Ce n'est pas toujours ceux qui réussissent pédagogiquement le mieux. Et ça cultive l'entre-soi. Et ça fait que dans un département comme le mien, les Hauts-de-Seine, les 20 collèges qui ont l'IPS le plus bas sont des collèges publics et les 20 collèges qui ont l'IPS le plus fort sont des collèges privés. Les pauvres vont dans des écoles de pauvres, les riches dans des écoles de riches. Et si on n'appelle pas ça du séparatisme, du communautarisme, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Il y a une espèce de réflexe de classe qui fait qu'aujourd'hui, il est de bon ton d'éviter absolument l'école laïque et l'école de la République. Il y a une culture de l'entre-soi qui fait qu'il y a une forme d'archépilisation de la société qui commence à devenir irréversible. Parce que les solutions, et je le vois dans le département des Hauts-de-Seine, qu'il faudra mettre en œuvre pour casser ce séparatisme sont extrêmement lourdes, extrêmement difficiles. On est arrivé à une forme de point de non-retour. Voilà. Et je ne vais pas être plus long et je finis par ça, mais pourquoi mixité sociale et laïcité se rejoignent parce que l'école de la République, pour parler comme Ferdinand Buisson, elle forme des républicains. C'est-à-dire elle forme des individus qui participent au projet collectif de la République et qui est un projet social, qui est un projet culturel, qui est un projet philosophique. Et ça, c'est ce qu'avaient compris les grands penseurs de la Troisième République. Ça nécessite de mettre sur les mêmes bancs de l'école des jeunes qui viennent d'horizons sociaux, culturels, voire religieux différents. La mixité sociale, c'est ce qui permet de forger des citoyens dans le creuset de la République. Si on abandonne ça, c'est l'idée même de la République qui est en danger. C'est pour ça que le combat que mène le CNAL et que j'ai modestement relayé au Sénat est un combat fondamental. Nous sommes en ce moment dans un conflit majeur entre une idée républicaine de l'école et une idée entrepreneuriale de l'école. Et si on perd ce combat, nous tomberons dans le système anglo-saxon tel que on le connaît, où l'éducation, le savoir est un marché comme un autre, et il y a une mise en concurrence de tout le monde avec tout le monde, des établissements, des enseignants, etc. Et
nous aurons perdu notre modèle républicain. C'est pour ça que je suis très heureux que vous fassiez ce colloque, parce que je crois que après le serment de Vincennes, nous avons un nouveau moment historique, et que si nous le perdons, nous aurons perdu de nouveau une bataille, et une bataille fondamentale pour les causes que nous portons. Merci. Merci Pierre. Vous avez terminé votre propos en disant, voilà, Pierre. Merci. Alors, je n'ai pas parlé de conflit gauche-droite. Voilà. Mais justement, moi j'ai parlé d'un conflit entre républicains et anti-républicains. Et le problème de la gauche, il est peut-être là, à mon avis. C'est qu'elle a oublié d'être républicaine. Voilà. Voilà. Et à droite, moi j'ai trouvé des soutiens au Sénat que je n'ai pas trouvé à gauche. Les choses sont sans doute plus difficiles que ça. Alors, est-ce que la loi peut changer quelque chose? Alors, mon quotidien d'élu, oui, parce que je suis conseiller départemental des Hauts-de-Seine, et que tous les ans, quand le département vote les subventions au collège, le président me dit « Mais monsieur Ouzoulias, c'est la loi, vous êtes obligé. » Alors je vote contre, mais si demain il y a une loi qui permet de dire le département a la possibilité de moduler ses aides au collège en fonction de leur IPS, j'en serais très heureux. Déjà, c'est un changement, et ça obligera, notamment dans les exécutifs, les élus à prendre position par rapport à ça, ce qui n'est pas une petite chose. Aujourd'hui, ils se réfugient derrière la loi en disant la loi nous oblige, et c'est fini. À gauche, je suis très souvent le seul à voter contre. Voilà. Après, bien évidemment, ça ne suffit pas. Alors, c'est la tambouille parlementaire. Le Parlement a très peu d'actions par la loi sur les politiques de l'éducation nationale. Je rappelle, pendant la période Blanquer, réforme du bac, réforme du lycée, le Parlement n'a pas eu à en débattre. Tout s'est fait par voie réglementaire. Donc la partie du Code de l'éducation qui concerne le législateur est très faible. Et le seul levier que nous ayons trouvé avec le CNAL, c'est justement ces quelques articles-là. Bien évidemment, ce n'est pas suffisant. Et derrière, il faut un vrai travail, comme vous l'avez fait à Paris, et qui a montré tout le bénéfice qu'on pouvait en tirer pour essayer de trouver d'autres formes qui permettent d'organiser la mixité. Je pense aussi, et c'est ce que j'aurais dit au ministre s'il avait été là, on ne peut pas penser aujourd'hui ce problème de la mixité sociale sans des projets interministériels. C'est-à-dire que le ministère de l'Éducation nationale seul ne pourra pas résoudre le problème. Derrière la mixité sociale, il y a déjà le problème de la mixité du logement. Et si on ne peut pas avoir une politique de la ville qui casse les ghettos, l'école ne pourra pas réparer ce que l'État est aujourd'hui incapable de faire. Et ça, c'est un projet qui est extrêmement important. Je regrette que dans le CNR logement, il n'y ait pas eu une phrase sur le problème de la mixité sociale. Le dossier est absent. Il n'y a pas non plus une phrase sur le logement étudiant, alors que les choses sont liées. Et je crois que la difficulté de l'éducation nationale, premier budget de l'État, c'est qu'aujourd'hui, il est pensé sans un plan d'ensemble interministériel. Sur ces questions-là, il faut un projet de gouvernement qui lie plusieurs ministères. Sinon, on n'y arrivera pas. C'est ce qu'a essayé de tenter certaines personnes avec les cités éducatives, où on prend tous les services de l'État, le préfet les convoque et leur demande à chacun qu'est-ce que vous pouvez faire. Et là aussi, ça montre qu'on peut réussir à faire des petites choses. Voilà. Moi, j'essaye d'expliquer aux parents qui ont un peu d'argent que mettre leurs gamins dans un établissement où ils vont retrouver seulement des enfants de la même classe sociale, c'est un appauvrissement. Parce que, alors c'est comme ça qu'on fabrique dans certains lycées parisiens les élites qui passent de leur lycée à la classe préparatoire, aux grandes écoles, à l'ENA, et qui finissent dans des cabinets ministériels pour pondre des réformes de l'éducation nationale. Vous voyez, mais ils n'ont jamais eu aucune connaissance de la mixité, alors de gauche et de droite, hein.
de gauche et de droite. Parce que j'ai essayé de mener un combat sur les classes préparatoires et leur suppression. Ceux qui, aujourd'hui, les défendent le plus, c'est ceux qui sont passés à gauche. Donc ça, c'est un discours qui est incompréhensible. Et je pense encore une fois que le problème, c'est il faut réenchanter la République et réenchanter l'école de la République. Il faut montrer que l'école de la République, par rapport au privé, elle apporte beaucoup plus de choses. Une ouverture sur le monde, une ouverture sur les autres, une compréhension de la diversité sociale, et puis l'antidogmatisme. Parce que, je le dis de façon un peu forte, mais chaque enfant qui est gagné sur l'école privée, c'est un enfant qui est gagné pour la laïcité. L'école privée n'est pas laïque. Donc le combat que nous menons pour inverser le flux des enfants du privé vers le public, c'est aussi un combat fort pour la laïcité. C'est un combat antidogmatique qui est tout à fait essentiel. Alors, est-ce que c'est un discours qui passe ? Non. Parce que malheureusement, nous sommes dans un moment politique où ce qui compte, c'est le patrimoine culturel de chacun. Il y a un discours néolibéral qui considère que chaque individu a un patrimoine culturel qu'il doit développer comme sa petite entreprise et qu'il doit la valoriser en allant dans les meilleurs établissements. C'est tout le système Parcoursup. Parcoursup, c'est une espèce d'immense bourse qui donne la valeur politique, qui est pas facile. Mais la rectrice nous disait tout à l'heure, je crois que c'était à table, qu'elle avait de plus en plus de difficultés à discuter avec les élus de l'éducation. Et je le remarque, moi, où je suis, au Sénat et à l'Assemblée nationale, c'est un sujet qui intéresse de moins en moins. Pendant très longtemps, l'éducation a été au cœur du projet politique pour plein de raisons. Et aujourd'hui, l'éducation est en train de sortir de la sphère publique pour rejoindre la sphère privée. C'est ce qu'on voit, c'est l'évolution auquel on assiste dans les pays anglo-saxons. C'est-à-dire que c'est au même niveau que le choix religieux, le choix culturel. Voilà. Et on considère finalement que l'État n'a plus grand-chose à avoir dans ce domaine-là, il faut laisser faire. Laisser faire, laisser passer. Hein. Une vision très libérale. Et c'est évidemment, dans ces cas-là, extrêmement difficile de reprendre en main la question éducative. Regardez au Sénat, quand il y a des débats sur l'éducation, il y en a quelques-uns, on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. Hein. C'est à peu près la commission de la culture et encore. Alors je vous retournerai la question. Moi, je suis chercheur au CNRS. Voilà. Je suis passé de l'autre côté de la barrière et j'essaye de défendre avec ma vision d'historien et puis de chercheur une certaine idée. Mais nous sommes très peu à avoir franchi ce seuil. Souvenez-vous de ce qu'ont été les cohortes d'instituteurs dans les législatures 1980 et après. C'est des choses qui n'existent plus. Voilà. Et je pense qu'il y a besoin d'un réinvestissement fort du monde éducatif dans le politique. Voilà. Non pas que pour discuter éducation au Parlement, il faut absolument être enseignant par ailleurs, je ne le crois pas. Mais je crois qu'il y a la nécessité dans les partis politiques qu'il y ait de nouveau un investissement fort du monde de l'éducation. Voilà. C'est ce qui nous manque aujourd'hui.